Bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue à ce webinaire proposé par Anstia. Merci à Marc Laperouza et à Emmanuel Sylvestre de venir parler du design pédagogique. Donc Marc, excusez-moi, avec les bip bip, c'est assez bizarre. Donc Marc, qui est un enseignant-chercheur affilié au Collège des Humanités de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, et puis Emmanuel Sylvestre, qui est docteur en sciences de l'éducation et qui dirige le centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Yann, peut-être? Oui, peut-être situer ça effectivement, peut-être dans un certain nombre d'actions de l'Anstia, notamment le fait que l'Anstia a pour but de défendre les métiers de l'association, que l'une des actions qu'on a mis en place, c'est essayer de mieux définir un emploi type, donc un socle commun de d'activités que font de manière commune les ingénieurs pédagogiques. On n'a pas voulu forcément nier toutes les spécificités, hein. Chaque établissement, chaque service, chaque situation personnelle est différente. Et ça, il y a un certain nombre d'écrits qui le disent. Mais on voulait passer au moins autant de temps, autant d'énergie à parler de ce qui nous différencie que ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est sûrement pour les ingénieurs pédagogiques, l'ingénierie pédagogique. Et très certainement que dans l'ingénierie pédagogique, l'une des choses qui revient très souvent, c'est ce concept de cohérence pédagogique. Donc voilà pourquoi on a invité les deux auteurs de l'ouvrage et voilà pourquoi on va travailler dessus aujourd'hui. Merci Emmanuel et merci Sylvestre. J'en profite quand même pour aussi rappeler que prochainement, vous avez le Pédagolab, autre moment fort pour la communauté de se rassembler, d'échanger, de partager aussi. Et puis après, il y a aussi toutes les formations qu'on propose. Et puis, on va pouvoir quand même laisser la parole à nos hôtes, Emmanuel et c'est Marc, pour démarrer tranquillement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je crois que c'est Marc qui va prendre la parole tout de suite. Ouais, déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous toutes et tous. Peut-être juste cadrer un petit peu ces 90 minutes qui vont suivre. L'idée pour nous, c'était de vous présenter un peu la démarche en général qu'on a eu avec ce projet, ce livre, ce canevas, et puis une petite mise en application pour vous mettre finalement le pied à l'étrier. Et peut-être un deuxième commentaire autour de la phase dans laquelle on est avec ce projet. On est aussi intéressé effectivement par tout feedback qu'on peut avoir de vos différentes communautés afin de voir si on est juste, ce qu'on doit améliorer. Et donc on est vraiment très très preneur dans cette phase de tout retour que vous serez en mesure de nous faire. Manu. Je vais donner la parole tout de suite, mais donc l'idée qu'on a eue aujourd'hui avec Marc, c'est à la fois, comme ce qui était mentionné, vous présenter la démarche rapidement. Vous avez peut-être déjà pris connaissance de l'ouvrage dans sa version numérique. Nous, on va se concentrer que sur une seule partie en fait de cet ouvrage aujourd'hui, sur la partie conception, même si on va évoquer la partie plus vision, évolution. Et ça sera plutôt sur la partie conception qu'on va mettre quand même focus. On va travailler aujourd'hui avec l'outil Miro. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous ont déjà utilisé cet outil pour collaborer à distance. Je crois que c'est un outil qu'on a pas mal exploité durant la période Covid. On va vous proposer une petite activité tout au début pour la glace. Puis, on vous fera après la présentation des trois parties de l'ouvrage. Du coup, Marc, est-ce que je te laisse? Oui, alors ce que je ne sais pas, c'est si Laetitia ou Yann ont partagé le lien vers le board. Si ce n'est pas le cas, je viens de le mettre dans le chat. Et donc, je vous invite à cliquer sur le lien et puis me rejoindre ou nous rejoindre dans le board Miro.
On va prendre juste une trentaine de secondes pour vous laisser venir. On va avoir trois étapes dans cette zone Miro, et puis il y a des petits numéros finalement en dessus de l'étape. Donc là, on va venir à l'étape 1. Je vois 14 personnes par rapport au nombre de participants 21. Donc, on va attendre encore un tout petit peu pour que les nouveaux arrivants nous rejoignent. Et je remets le lien pour les nouveaux arrivants parce que forcément, ils l'ont pas eu. Exactement. Donc, pour les nouveaux arrivants, on vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le chat pour rejoindre l'espace Miro. Est-ce que quelqu'un pourrait partager son écran ou est-ce que je vais le faire éventuellement? Ouais, je vais le faire alors. Parce que sur cette partie-là, je vais le prendre. Bon, comme ça, vous voyez mon écran? C'est parfait, merci. Fantastique, merci. Donc, pour cette première activité de lancement, ce qu'on va vous demander de faire, c'est on va prendre 5 minutes pour cette activité. C'est au moyen de post-it. Donc, c'est ce petit icône-là sur la gauche. C'est de nous dire en quelques mots comment vous accompagnez les enseignants et les enseignantes dans la conception de leur cours. Et on vous invite à noter ça sur les post-it et venir les mettre dans cette zone, ce grand rectangle blanc qui est vide pour l'instant. On fait ça, on se donne 5 minutes pour faire cette activité. Et peut-être encore 30 secondes.
Ok, fantastique. Merci pour ces inputs. Il y a des concepts que je pense qu'on est content de voir, comme cohérence pédagogique, alignement constructif, alignement pédagogique. Emmanuel, peut-être, toi, tu as quelques retours sur ce que tu vois dans le board. On revient sur les éléments qu'on a mentionnés aussi dans l'ouvrage et sur lesquels on va pouvoir revenir aussi tout à l'heure, hein, sur les objectifs d'apprentissage, sur les aspects de scénarisation. On ne va pas rentrer forcément dans le débat aujourd'hui sur les distinctions entre scénariser, designer son enseignement. On a abordé aussi cette question de scénarisation pédagogique dans l'ouvrage, notamment sur comment passer du design à la linéarisation de notre enseignement pour des heures d'enseignement. Donc, il y a toute une partie qui est consacrée à ça dans l'ouvrage. Donc voilà, après, il y a pas mal de choses aussi qui tournent aussi sur la production de ressources que je vois dans les post-it. Ce n'est pas forcément des éléments qu'on a abordés dans le cadre de l'ouvrage, mais qui est intégré aussi dans la démarche de design pédagogique sur les ressources qu'on met à disposition des enseignants et des enseignantes pour les accompagner aussi dans l'élaboration de leur enseignement. Moi, je rajouterais peut-être juste une chose, et je pense que Manu, tu vas éventuellement parler dans un tout petit moment, mais c'est vrai qu'on a 2, voire 3 types d'usagers, d'utilisateurs, d'utilisatrices dans cette démarche. On a les IP, les CP, enfin ingénieurs pédagogiques, conseillers pédagogiques. On a les enseignants, peut-être tout seuls, et puis tout ce qui est formation continue, formation d'adultes. Et donc là, c'est vrai que pour les ingénieurs pédagogiques ou les conseillères pédagogiques, l'idée, c'est d'avoir un outil d'accompagnement, finalement, de conversation avec les enseignants. C'est comme ça qu'on a envisagé, finalement, l'utilisation du livre et du Canva. Peut-être maintenant, Manu, tu vas présenter un peu plus largement la démarche qu'on a. Donc, je vais arrêter de partager et tu reprends la main sur le slide deck. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez peut-être déjà pris connaissance de l'ouvrage dans sa version numérique. Peut-être juste pour commencer, en fait, l'idée de l'approche, c'est 4 personnes. Alors, on a commencé à 3, on a terminé à 4. 4 personnes. Jacques Lanares, qui est ancien vice-recteur de l'Université de Lausanne, qui a créé le centre de soutien à l'enseignement, beaucoup impliqué dans les démarches aussi qualité, qui a construit une formation qui s'appelait Réflexion sur l'enseignement universitaire il y a déjà une quinzaine d'années, qu'on a continué à concevoir et à améliorer quand j'ai pris la direction du centre de soutien à l'enseignement en 2012. Et puis, il y a Marc qui nous a rejoint alors, je ne vais pas dire qu'il nous a rejoint dans le projet de l'ouvrage, parce qu'on l'a créé à 3, ce projet d'ouvrage, mais qui a rejoint notre réflexion suite à la participation à cet atelier de réflexion sur l'enseignement universitaire et qui nous a amené en fait son regard plus disciplinaire, on va dire. Marc vient d'une faculté, travailler dans la faculté des HEC et utiliser dans ses enseignements le Canva, le business model Canva qui a été développé par Pigneur et Osterwalder. Et en fait, la rencontre s'est passée comme ça. Vous avez dit, mais ce que vous présentez au niveau de l'alignement pédagogique, c'est super intéressant, ça me parle, mais en tant qu'enseignant, j'aurais besoin d'un outil qui soit, je vais reprendre les termes de Marc, actionnable. Donc, quelque chose qui me permette en fait de rentrer directement dans l'action plutôt que d'être sur quelque chose de très conceptuel lorsqu'on présente les principes de l'alignement pédagogique ou de cohérence pédagogique ou triple concordance. Il y a plein de termes qui sont utilisés autour de ça. Ça, Marc, je ne trahis pas ta parole. Hein. Non, tu as été très diplomatique dans le sens où c'est vrai que chaque fois que je prenais en main, ou les quelques fois que j'avais pris en main un ouvrage de pédagogie, je l'ai reposé assez vite parce qu'avec du texte, c'était pas mon domaine et donc j'arrivais pas à rentrer dans cette démarche. Par contre, la formation que j'avais faite avec Jacques et Denis, en l'occurrence, m'avait juste, en quelques minutes, j'étais tombé un peu vraiment par hasard dans cette formation et presque à reculons d'une certaine manière. Et en quelques minutes, j'avais compris, j'étais un tellement bon enseignant de toute façon, j'avais pas besoin de ça. J'avais compris qu'en fait, j'étais très très loin d'avoir compris quoi que ce soit. Et c'était vraiment cette démarche-là. Et c'est pour ça que je vous le communique en fait, Jacques et Emmanuel m'ont utilisé un peu comme sujet naïf dans cette histoire. Parce que moi, je venais comme ça avec ma naïveté d'enseignant qui ne connaissait rien, qui ne connaît toujours
que peu des sciences de l'éducation. Par contre, c'est vrai que moi, mon job, c'est d'enseigner, d'être devant 12, 40, 250 étudiants et étudiantes. Et c'est vrai que c'est quelque part ce chemin cette ouverture que j'ai eue par rapport à cette notion d'alignement constructif dont on m'avait jamais parlé finalement durant toutes mes études, mon doctorat, qui m'a paru être intéressante, voire cruciale à partager avec d'autres collègues d'abord et évidemment maintenant avec des personnes comme vous qui accompagnent des enseignants-enseignantes. Et dans le projet, nous a rejoint Julien Bader, qui est notre graphiste, en fait, qui travaille aussi au Centre de soutien à l'enseignement et qui nous a accompagnés, en fait, dans notre réflexion et dans la mise en image de ce qu'on souhaitait représenter. Nous, on avait quelques idées de ce que ça pouvait donner. Par contre, on n'avait pas du tout les compétences graphiques de Julien. Et le travail était assez intéressant. Et c'est ce que nous avait dit Marc déjà dès le départ, lorsque, dans les travaux de Pigneur et d'Osterwalder, lorsqu'ils avaient réalisé leur business model Canva, ils ont travaillé très rapidement aussi avec un designer. Et c'est vrai que ça débloquait pas mal de situations, notamment sur des aspects. Je crois un des aspects les plus marquants, c'était par rapport à la scénarisation pédagogique, justement, une partie de l'ouvrage où on était un peu bloqué sur comment on allait expliquer ces choses-là qui sont relativement complexes, les différents modèles de scénarisation qu'on pourrait avoir. Et puis, Julien arrivait avec un schéma qui nous a permis de supprimer peut-être 3 pages de texte dans l'ouvrage. Donc, c'est ce qui nous a poussé aussi. On voulait un ouvrage, comme le mentionnait Marc, avec peu de texte, qui puisse être pris en main assez facilement par les enseignants sans devoir lire des textes en sciences de l'éducation. Je viens du milieu des sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation françaises n'ont pas forcément bonne presse dans le sens où souvent c'est très jargonnant, à juste titre. Et là, l'idée, c'était comment on pouvait communiquer des choses qui sont assez complexes au niveau de la réflexion pédagogique, comment on pouvait les communiquer de manière un peu plus accessible et qui parle à tout le monde, même si on n'est pas dans le milieu des sciences sociales. Et pour le coup, on a travaillé avec Marc, c'était aussi intéressant parce qu'il ne venait pas du tout de ce domaine. L'autre point intéressant, c'est que rapidement, Marc a collaboré aussi avec les collègues de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où là, il y avait un public ingénieur qui, du coup, était encore plus éloigné des concepts que nous pouvions mobiliser dans l'ouvrage. Alors, ce qui était le cœur un peu de notre réflexion, c'était mais quelles sont les questions qu'on va se poser lorsqu'on doit concevoir ou renouveler un enseignement. Donc ça, c'est vraiment la première partie en fait de l'ouvrage où on se pose quelques questions. Alors, c'est vrai que c'est des questions qui sont assez intéressantes et puis le contexte actuel est aussi pertinent pour ça. L'illustration le montre d'ailleurs. La période Covid a poussé les enseignantes et les enseignants à se poser pas mal de questions sur modifier, changer le design pédagogique de son enseignement pour l'adapter à un contexte qui était complètement nouveau. Le fait de ne pas avoir d'étudiants en face de soi, de devoir enseigner complètement à distance dans une modalité d'urgence, a poussé en fait à se poser ces questions. Donc là, nous, on a essayé de reproduire différentes questions que les enseignants peuvent se poser dans cette première partie. Et puis, un des points qui va être aussi important, ça va être d'axer sur cette thématique du contexte. On y reviendra un petit peu après. Marc, si tu veux rajouter un point. Non, c'est tout bon. Des outils qui sont mis en avant dans l'ouvrage. Donc, comme on le mentionnait tout à l'heure, on veut que ça soit relativement facile d'accès, pratique, peu théorique. Donc, on a travaillé sur l'élaboration de notre canevas de cohérence pédagogique, dont vous allez pouvoir utiliser tout à l'heure. Des outils qui vont permettre aussi de se poser des questions sur cette cohérence pédagogique, de voir comment on peut renforcer différents blocs pour aller jusqu'à une scénarisation pédagogique, donc d'aller dans la linéarisation d'un enseignement et de dire, voilà, les idées qu'on a imaginées au départ, les objectifs d'apprentissage, les activités, comment elles s'intègrent dans un déroulé timé, que ça soit sur 1 heure de cours, 2 heures, une semaine, un semestre complet, de voir comment on peut organiser tous ces éléments d'information.
L'ouvrage, comme on l'a mentionné, il se divise en 3 parties essentielles. Après la partie introductive, on a une partie qui traite de la vision, où l'objectif, c'est d'accompagner les enseignantes et les enseignants à formuler leur philosophie d'enseignement. On s'appuie également sur leur propre expérience d'apprentissage et d'enseignement pour les aider à formuler cette vision. On va voir après juste peut-être un petit outil qu'on a utilisé. La partie conception, qui est la grosse partie de l'ouvrage, qui est vraiment le cœur de l'ouvrage, où là, on s'appuie sur les principes d'alignement pédagogique et de travailler bloc par bloc sur comment définir, clarifier, choisir les éléments de contenu, les objectifs d'apprentissage, les stratégies d'enseignement, les stratégies d'évaluation au regard du contexte et de pouvoir creuser le contexte, en fait, d'emblée, en fait, de s'interroger sur les éléments contextuels qui pourraient avoir une incidence sur mon enseignement. Et la partie évolution qui va un peu plus loin, en fait, qui nous incite à prendre du recul sur son enseignement et puis valoriser sa pratique d'enseignante et d'enseignant et de voir les différents outils, en fait, qui peuvent être utilisés. Alors, c'est pas exhaustif dans l'ouvrage, mais on a ciblé quelques outils qui pouvaient être utiles pour aller un peu plus loin dans sa réflexion pédagogique. On a voulu l'ouvrage relativement modulaire. Il y a ces 3 parties qui sont mentionnées. On a présenté cette slide aussi dans l'ouvrage. Pareil, c'est pas exhaustif, mais de se dire, si vous souhaitez concevoir un enseignement et aller relativement vite dans la prise en main des outils pour concevoir un enseignement, parce que dans un mois, je dois me lancer dans un nouvel enseignement, là, on va conseiller aux gens plutôt de rentrer dans la partie 1, conception. Maintenant, si ce que j'essaye de voir, c'est à partir de mon expérience d'enseignement, d'essayer d'améliorer mon enseignement, ce qu'on explique un peu sur le passé de l'intuition à l'intention, ce sera de travailler sur la clarification de ma vision de l'enseignement. Est-ce que j'ai déjà réfléchi sur qu'est-ce qui était pour moi enseigner à l'université, par exemple? Qu'est-ce qui était important pour moi de mettre en œuvre dans mon enseignement? Qu'est-ce que j'attends de mes étudiants? Toutes ces questions, en fait, qui vont permettre de clarifier ma vision et ma propre philosophie, en fait, de l'enseignement, pour ensuite revoir le design de mes enseignements et potentiellement, après, collecter du feedback sur la réalisation de mon enseignement pour pouvoir le faire évoluer et voir si c'est en adéquation avec la vision que j'avais préalablement définie. Et enfin, si ce que je souhaite, c'est prendre du recul sur un enseignement existant, ça va être de travailler plutôt sur le dispositif d'évolution, donc de voir les questions que je peux me poser sur un enseignement existant, potentiellement clarifier ma vision au regard de ces éléments et d'apporter des modifications à mon enseignement. Donc, on a différents points d'entrée dans l'ouvrage, que ça soit à travers les 3 grandes parties, mais on verra que dans la partie conception également, on peut rentrer par différents endroits. Dans l'ouvrage, on a fait un choix d'ordre d'apparition. On travaille notamment par le contexte, par le contenu, par les objectifs d'apprentissage, stratégie d'enseignement, stratégie d'évaluation. Mais on pourrait très bien rentrer dans le bouquin directement par la stratégie d'évaluation si on a une problématique qui est plutôt liée à cela. Donc, peu importe par l'endroit où vous voulez rentrer dans le bouquin, tout est possible. L'idée, c'est que le tout doit résonner de manière cohérente à la sortie. Et on vous guide à travers l'ouvrage pour cela. Dans la partie vision, en fait, on travaille sur une activité que nous, on proposait avec Jacques dans la formation. On travaille avec des objets physiques, on la retraduit avec des images, mais on s'appuie en fait sur, par exemple, voilà, une activité qu'on propose. Quel est l'objet qui représente le mieux ce qu'est enseigné? Donc ça, c'est une activité. Derrière, il y a plusieurs activités qui sont proposées pour essayer de clarifier ces choix. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, si je choisis la brique? Pourquoi j'ai choisi la brique? Et quelles sont les actions que j'ai conduites avec mes étudiantes et étudiants dans ce sens-là. Au niveau de la partie conception, là, on s'appuie essentiellement sur le canevas de cohérence pédagogique. On va voir en détail juste après. Donc, je ne vais pas être plus long là-dessus, mais l'idée, ça va être essayer qu'on puisse valider ces choix pédagogiques, en fait, de s'assurer en tant qu'enseignante et enseignant
que les choix qu'on a réalisés sont pertinents et cohérents au regard notamment des objectifs d'apprentissage qu'on a mis en avant au sein de ce graphique. Donc voilà le fameux canevas de cohérence pédagogique qui est téléchargeable justement sur notre site web. Je ne rentre pas plus en détail là-dedans parce qu'on va pouvoir l'utiliser juste après. Et dans la partie évolution, donc ça va être de prendre du recul et de valoriser l'enseignement. Donc, à partir d'une canevas, de pouvoir se poser des questions sur le fonctionnement, mais ça peut être aussi d'utiliser des outils du type évaluation des enseignements par les étudiants qui nous permettraient d'obtenir des informations sur les différents blocs du canevas. Et dans les aspects de valorisation, de voir comment on va collecter des données aussi, des informations pour nous permettre après de valoriser cela, que ce soit dans une promotion, dans une partie carrière, par exemple. Donc, que ce soit en travaillant sur un journal de bord qui va me permettre de noter, en fait, l'évolution que j'ai pu avoir sur mon enseignement, ou en participant à des communautés de pratique, par exemple, ou en entrant dans une démarche de type Scholarship of Teaching and Learning, pour ceux et ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Je me retourne du côté de Marc pour voir si tu veux rajouter quelque chose. Non, peut-être oui quand même, juste rapidement. L'idée, c'est effectivement, comme l'a dit Manu, il y a le cœur de l'ouvrage, c'est la conception, mais de nouveau, on a différentes étapes dans sa carrière d'enseignant. Il y a peut-être certains sont plus prônes à se questionner sur finalement qu'est-ce que c'est apprendre, qu'est-ce que c'est enseigner assez rapidement dans leur carrière. On pense que c'est une assez bonne chose. Et du reste, c'était vraiment Jacques voulait à tout prix qu'on ait la partie vision au début, alors que moi, en tant qu'enseignant, j'étais plus, non, moi, je donnais un cours de main et puis j'ai pas le temps de me poser la question sur finalement quelle est ma philosophie d'enseignement. Mais ça a été un choix justement de l'équipe du livre de dire, non, on pense que c'est important qu'on la place devant. Alors après, comme l'a dit Manu, on peut sauter directement à la conception si on a peu de temps pour mettre en place une formation en cours, un enseignement, etc. Mais c'était aussi voulu d'avoir cette partie vision dès le début parce que de toute façon, elle va informer d'une manière ou d'une autre la manière dont on va concevoir son enseignement. Donc, pour terminer, en fait, l'ouvrage, on a réussi de l'Université de Lausanne, en fait, pour le proposer en open access. Donc, l'ensemble de l'ouvrage, vous l'avez sûrement déjà téléchargé, ça n'a pas été, en tout cas au niveau de l'Anstia, il y a eu pas mal de communication autour de ça. Donc, l'ouvrage en PDF, il est téléchargeable gratuitement. Vous pouvez le diffuser aussi sans problème. Et l'ouvrage papier est sorti aujourd'hui. Donc, ça tombe bien. Alors, ça sort aujourd'hui chez notre éditeur, mais ça n'est pas peut-être encore accessible tout de suite sur les plateformes de vente en ligne. Mais en tout cas, il sort en version papier. On a déjà reçu le premier exemplaire, donc il existe pour de vrai. Et vous avez les informations sur éditionépistémé.org. Sur Amazon, il est déjà annoncé, mais il est en précommande pour l'instant, il me semble. Je crois qu'il sera disponible qu'à partir de la semaine prochaine chez Amazon ou chez d'autres fournisseurs, bien entendu. Je m'arrête là pour la présentation. Je ne sais pas si à ce moment-là, déjà, il y a peut-être quelques questions de clarification. Et puis, l'idée, c'est de partir après directement sur une activité qui va vous permettre, en fait, de tester le Canva et puis de pouvoir répondre aussi à vos questions de manière plus en détail, en fait, directement sur l'usage de l'outil. Donc, si vous avez peut-être quelques questions de clarification, on est volontiers à votre disposition. Du coup, moi, j'ai une question. Effectivement, Marc disait qu'il ne serait pas forcément dans les trois, la vision, la conception et l'évolution. Il serait rentré directement dans la conception. Finalement, vous avez commencé puisqu'il fallait faire un choix dans la vision. Du coup, qu'est-ce qui explique ce choix? En quoi finalement une certaine vision de l'enseignement peut influer sur le design pédagogique? Ça, c'est une bonne question. En plus, du coup, c'est moi qui dois répondre. Alors, en fait, il y avait une volonté de rentrer. Ce que voulait Marc, c'était de rentrer beaucoup plus rapidement dans l'action avec l'ouvrage. Alors, c'est ce qu'on a modifié aussi. On est rentré dans la vision, mais avant, il y a une partie introductive qui permet déjà d'aller beaucoup plus rapidement, en fait, dans l'action. La vision, elle va être importante parce que ça va influer énormément nos choix pédagogiques.
si ce que de se poser en fait les questions sur finalement pour moi enseigner à l'université c'est quoi? Est-ce que c'est juste transmettre de la connaissance? Est-ce que c'est juste est-ce que c'est plutôt être dans l'interaction avec mes étudiants? Tout ça, toutes ces questions-là en fait elles vont influer énormément les modalités. Donc on préférait mettre en avant ces blocs parce qu'on savait que si on ne rentrait pas dans la vision, si on rentre tout de suite dans la conception, à un moment donné, on va devoir revoir complètement notre design pédagogique au regard de notre philosophie si on travaille après. Par contre, si on est dans l'urgence, typiquement dans la période Covid, on peut avoir une philosophie d'enseignement, mais l'urgence fait qu'à un moment donné, c'est peut-être l'urgence qui prime. Et là, on va être plutôt dans un mode de survie pour créer son enseignement et on va aller directement dans la conception, en fait. Et puis, on sait que c'est pas optimal, que si on doit reprendre cet enseignement dans une période hors Covid, par exemple, hors urgence, on va devoir se reposer ces questions par rapport à notre philosophie d'enseignement et ça va nécessiter forcément une modification de notre canevas. Je ne sais pas si c'est clair comme ça ou… Oui, mais du coup, sur le travail d'ingénieur pédagogique, si finalement on se retrouve avec une équipe d'enseignants ou un enseignant à commencer le travail de scénario pédagogique, est-ce que pour toi, pour vous, ce serait intéressant peut-être d'identifier à quel type d'enseignant, en tout cas, quelle est la vision de l'enseignant avant peut-être de se lancer dans la scénarisation? Je te laisse répondre, Marc, peut-être. Oui, donc vous allez croire que je suis vraiment le sujet naïf, mais en fait, rien que la notion de, alors je sais pas comment c'est en français, mais student-centered ou teacher-centered, pour moi, je partais vraiment de loin. C'est-à-dire que pour moi, c'était évident que les gens venaient m'écouter. Et donc, dès le moment où tout d'un coup, dans l'atelier, hein, en l'occurrence, hein, mais dans cette section, tout d'un coup, je me dis, ah ouais, non, mais finalement, c'est pas moi qui compte, c'est quand même ce qu'apprennent mes étudiants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, moi, par rapport à ma posture, par rapport à la manière dont je gère ma classe, etc., etc. Et donc, c'est ce que j'essayais de dire. De toute façon, c'est là, c'est souvent tacite d'une certaine manière. Après, de nouveau, hein, je pense que plus la personne a réfléchi à sa pratique d'enseignante, peut-être moins cette section sera intéressante. Mais moi, ce petit, je sais pas, c'est une révolution copernicienne pour moi, la notion de teacher-centered, student-centered. Hein, c'était vraiment très, très, très important et c'est tout simple. Et puis, la deuxième chose, de nouveau, dans la section bleue, si on peut dire ça comme ça, pour moi, il y avait un graphique que Jacques avait dessiné au mur, ou à l'écran. C'était ce carré avec divisé en deux où, même si tu fais ton job à 100% et correctement, il y a quand même l'étudiant qui va devoir faire l'autre partie du job. Et donc, des fois, en tant qu'enseignant, on s'investit énormément dans un scénario pédagogique, quelque chose, puis tout d'un coup, on a tendance à penser que parce qu'on a tout fait bien, évidemment, tout va rouler. Et non, et je trouvais que ça m'a aussi rassuré, aidé finalement de me dire, oui, on est deux dans l'aventure, enfin deux, les étudiants et l'enseignant ou l'équipe enseignante. Et ça m'a permis parfois de mieux appréhender certaines situations où ça s'était mal passé et c'était pas forcément, en gros, quand les examens étaient bons, quand l'évaluation était bonne, c'était grâce à moi. Et puis quand c'était mauvais, c'était à cause d'eux. Non, c'était comme ça que moi je venais dans la formation, pour faire simple. Je vous lire ça de manière un peu crue, hein, comme ça, mais de nouveau, j'étais pas très très loin de ça, je pense. Et puis c'est de nouveau en réfléchissant à ça, en m'amenant gentiment à ça, aussi sous forme de questions. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu faire dans l'ouvrage, de pas être prescriptif, mais justement de poser des questions pour que voilà, finalement, on vienne gentiment, et ils ont été très patients avec moi, je crois qu'ils le sont encore, hein, Jacques et Manu, d'amener ceux qui partent de loin un petit peu plus en avant, quoi. Donc oui, j'encouragerais effectivement ça va dépendre de qui est en face, hein, mais d'amener ça très rapidement dans la discussion, et puis peut-être d'approfondir plus si la personne croche, et puis sinon, de dire juste garde ça en tête, et puis on avance. Puis, je trouve que c'est de travailler sur la vision avec les enseignants en accompagnement pédagogique, c'est aussi important dans le sens où, au niveau de ce qu'on peut lui proposer aussi comme piste d'action dans son enseignement, si on propose des choses qui sont complètement à côté ou trop éloignées de sa philosophie, la personne, elle ne va pas accrocher, elle va dire, OK, c'est bien sympa, j'ai discuté avec Manu, mais ce qu'il me raconte, ça ne me parle pas du tout, quoi.
Et donc là, on est sur des questions, sur les approches un peu vygotskiennes, sur la zone proximale de développement. Si ce qu'on amène, c'est un peu trop éloigné par rapport à la personne là où elle se trouve, ben, on est passé à côté. Et de connaître sa vision d'enseignement, si voilà, on a quelqu'un qui arrive avec une approche très transmissive au départ, ben, de voir déjà qu'est-ce qui est possible de faire comme action dans des approches qui seraient intégrables dans une approche transmissive, mais en faisant peut-être un premier pas pour aller un peu plus loin. Et donc d'y aller peut-être petit à petit. C'est un processus qui prend du temps aussi en termes d'évolution. On est sur des développements de compétences pédagogiques. C'est pas une formation de 3 jours comme nous on la propose qui va changer complètement la façon d'enseigner du jour au lendemain de l'enseignant. Ça nécessite quand même un peu de temps pour pouvoir tester et prouver un peu ce qui a été mis en place et puis faire évoluer sa pratique. Je crois qu'il y a un retour sur un investissement aussi, de voir aussi, j'ai changé quelque chose dans mon enseignement, comment ça a été perçu par mes étudiants, est-ce que ça vaut le coup que je continue à investir du temps dans la pédagogie ou est-ce que finalement ce que j'ai mis en place, ça ne marche pas du tout et puis je me sens beaucoup moins à l'aise dans ce que j'ai changé par rapport au dispositif d'avant. Ok, merci. Oui, il y a une remarque de ne pas vouloir tout changer d'un coup aussi. Ça, c'est aussi essentiel, en fait. Il me semble qu'on dit quelque part dans le bouquin, notamment à la fin, c'est de dire de commencer par des petits morceaux, en fait. On n'est pas obligé de tout changer son enseignement. On a un collègue qui nous a fait un retour récemment, justement, en voyant le bouquin, en se disant, mais c'est vrai que si je dois appliquer ce qui est dit dans le bouquin, ça va prendre du temps. Il y a beaucoup de choses, et si je dois me lancer là-dedans, c'est vrai que je me rends compte maintenant, après avoir lu le bouquin, que de concevoir un enseignement, c'est pas quelque chose de si simple et que ça nécessite de se poser quand même beaucoup de questions. L'idée, c'est pas de passer forcément à travers tout le bouquin d'emblée et puis d'essayer de voir tout appliquer d'un coup, mais d'essayer de se dire, OK, sur l'évaluation des apprentissages de mes étudiants, je suis pas forcément satisfait de ce que j'ai mis en place. Peut-être cette année, je vais me focaliser là-dessus et travailler un peu sur le lien entre les objectifs d'apprentissage et puis les modalités d'évaluation que j'ai pu mettre en œuvre auprès de mes étudiants. Puis ça, c'est déjà un truc qui va être énorme à mettre en place. Peut-être l'année d'après, je me dis, OK, ça, je l'ai changé, je vais peut-être changer quelques activités que je propose à mes étudiants. Et ça, c'est important comme message à faire passer aussi auprès des enseignants, qu'on ne va pas tout changer d'un coup parce que sinon, pareil, on se retrouve devant une montagne énorme à gravir et on ne va pas y arriver. On va vite se décourager. Et je rajouterais peut-être juste justement un collègue de HEC m'a contacté, me dit ah ouais je vais lire ton livre, enfin votre livre parce que moi j'ai fait un flip classroom et ça n'a pas du tout marché, j'ai eu des mauvaises évals, je lui ai fait le même retour que Manu vient de faire. Et il dit bah ouais si tu changes tout c'est beaucoup plus difficile à mesurer quelle variable, change peut-être une variable dans ton scénario puis tu mesures après sur soit l'apprentissage des étudiants et étudiantes ou sur les évaluations du cours, comment ça passait, etc. Et je pense que cette notion nous en tout cas à l'EPFL, on est notre doyen en charge, ou vice-président en charge de l'éducation est très orienté evidence-based teaching. Et pour justement avoir une base d'évidence, c'est important de modifier les choses petit à petit, y compris pour justement quand on teste un nouveau on va dire format, une nouvelle activité, c'est souvent, surtout si elle sort de l'ex-cathedra, on va dire, eh bien, ça va demander de la logistique, il va y avoir un coût d'investissement pour rentrer dans une nouvelle activité qui est en général assez élevée, une zone d'inconfort, on va dire. Et donc, évidemment, de tout changer, moi, je trouve ça, il faut aimer le risque, quoi. Donc, partage effectivement cette notion incrémentale au niveau des améliorations ou des changements. Je vois le temps qui commence à passer un petit peu. Marc, est-ce que je te propose qu'on passe à l'activité Oui. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on voulait aussi avec cet atelier, c'est, comme on l'a dit, mettre un peu le pied à l'étrier. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est une deuxième activité. Alors, elle qui va être un petit peu plus longue. Et on est maintenant 20, j'ai perdu le chiffre des participants, mais moins de 32, j'imagine.
Oui. Donc, ce que je vous propose de faire ici, c'est de me rejoindre dans Miro, et peut-être que certains des collègues sur le call Manu, vous pouvez remettre le lien dans le chat pour C'est bon. De le faire. ramener les gens dans Miro. Super, merci. Moi, je vais vous ramener vers moi dans le board. Donc, on a le Canva. On va vous demander de faire une activité autour du Canva qui va s'appeler concevoir son enseignement. Donc, l'idée, c'est que vous devez mettre, vous, en tant qu'ingénieur pédagogique, en place une formation intitulée concevoir son enseignement au milieu universitaire. Et puis, vous avez, parce que vous êtes convaincu après ce séminaire, vous avez décidé d'utiliser le Canva. Et vous devez être, ce qu'on a fait pour que ça crée une forme de diversité ou pour construire sur la richesse finalement des participants dans ce webinaire. On a travaillé sur les variables contextuelles et puis ça je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Ce que je vais vous montrer juste rapidement, c'est à quoi ressemble le board sur lequel vous allez travailler. Donc tout en haut à gauche ici, il y aura votre prénom, nom, puis ça, enfin prénom et nom de famille, la première lettre. Ça c'est pour dans quelques secondes. Et puis après on a préparé ici en jaune et en orange un certain nombre de variables qu'on va vous demander de placer dans la zone contextuelle. Par exemple, une des questions qu'on avait nous en préparant ce séminaire, c'est effectivement en webinaire, pardon, on savait pas s'il y avait 10, 20, 30, 40, 120 personnes. Bon, ça c'était déjà quelque chose d'intéressant en tant qu'enseignant. Alors, il s'avère que nous à l'EPFL, on sait 2 semaines avant plus ou moins combien on aura d'étudiants dans notre cours. Quand j'enseignais à l'université de Lausanne, je le savais 4 semaines après avoir commencé le semestre. Ça, au niveau de la scénarisation d'un enseignement, si vous vous retrouvez à 12 ou à 250, ça change quand même énormément de choses. Voilà, ça c'est les variables contextuelles qu'on va donc vous engager à placer dans la zone contextuelle. Et puis après, là où commencera vraiment votre travail, ça sera justement sur la base du contexte que vous avez hérité sur votre Canva. Donc à droite de ça, il y a 32 Canvas, mais on a un petit peu moins, donc chacun aura son Canva. Je vous explique comment on va y aller. On va vous laisser 20 minutes comme ça pour dire voilà quels seraient les objectifs d'apprentissage que j'ai fixés pour cette formation qui s'appelle concevoir son enseignement. Donc imaginez les gens que vous allez former, ce sont des enseignants à qui vous expliquez effectivement le Canva, le contenu, quelle est la stratégie d'enseignement, quelle est la stratégie d'évaluation que vous allez utiliser. Est-ce que c'est clair au niveau de la consigne qui vous est demandée? Si c'est le cas, je vous invite toujours à me rejoindre ici, là-haut. Et donc là, je vous demande de créer un post-it avec votre prénom et la première lettre de votre nom de famille. Et puis, effectivement, d'aller occuper une case vide sur les 32 qui sont à votre disposition. Merci d'avoir pris du temps pour prendre des notes là-dedans. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est de discuter autour de ces différents éléments. On a pu voir, en fait, dans ce qui a bien fonctionné, plusieurs éléments qui tournaient autour du contexte, et notamment d'entrer dans le contexte avant de rentrer dans la conception. Alors, c'était aussi un focus que nous avons souhaité mettre en avant dans le Canva. Dans les travaux initiaux de Tyler, lorsqu'il a parlé d'alignement pédagogique, en fait, cette notion de contexte, elle apparaissait un peu plus dans les travaux de Bix, mais ça restait toujours non détaillé. Nous, c'est vrai qu'on a voulu mettre un accent un peu plus fort là-dessus, sachant que pour nous, c'était... On commençait justement avant la période Covid, on trouvait que c'était quelque chose qui avait quand même une incidence assez forte sur nos choix pédagogiques, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Et je crois que la partie, l'épidémie de Covid qui nous est passée dessus a mis en évidence en fait vraiment cette importance du contexte. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a clarifié nos éléments de contexte, ça nous aide énormément à définir nos choix pédagogiques. Je voudrais juste une chose rapidement, Manu, par rapport au contexte. C'est vrai que le premier élément de contexte, c'est les étudiants. Et moi, quand un collègue vient me voir et me dit « Ah, j'ai envie de faire ça, ça et ça », justement, je lui dis « Attends, tu peux juste m'expliquer ton contexte, puis commence par tes étudiants. » Puis ça le met déjà dans une posture de dire « Ah ouais, mais c'est vrai, je pense à eux déjà. » Et puis après, peut-être je réfléchirai à cette nouvelle techno que je voulais tester. Donc, c'est aussi à dessein qu'on a placé les étudiants en haut à gauche dans la partie contexte, d'une manière semi-subliminale quelque part, pour dire « Ouais, mais attends, commençons par ça, quoi. Qui est-ce que je vais avoir en face de moi ?»
Et puis, il y a un commentaire qui porte là-dessus. C'est aussi c'est peut-être un point d'entrée qui est relativement simple parce qu'on a des éléments d'information là-dessus. Pour l'instant, ça ne nécessite pas de faire des choix, c'est juste d'indiquer, de décrire ce qui existe dans notre enseignement. Et puis, à un moment donné, de se dire, mince, ça, j'ai pas cette information. Et typiquement, on reviendra à la fin du webinaire, mais lorsqu'on a dû mettre en place ce webinaire, on ne savait pas le nombre de participants et c'est clair qu'on voulait une activité qui se veut participative aussi. Et c'est quelque chose qui nous a posé pas mal de questions sur comment on va devoir proposer cette activité sans avoir le nombre d'étudiants, de participants. Je vois qu'il y a des éléments aussi, ce qui a bien fonctionné sur la définition des objectifs. Alors, ce point il est intéressant parce que c'est aussi une difficulté rencontrée par un des collègues aussi dans le groupe. Alors, là, ce qu'on vous a proposé, c'est de rentrer directement dans le Canva. Dans l'ouvrage, on a plusieurs activités qui sont proposées pour aider les enseignants en fait à rédiger ces objectifs d'apprentissage et également de tester l'alignement pédagogique. Je vois aussi qu'il y avait une question qui portait autour de ça dans les outils complémentaires. Donc, il y a pas mal d'outils qui sont proposés aussi dans l'ouvrage qui vont permettre de faire ça. Alors, on ne les a pas intégrés ici dans ce webinaire parce qu'on a peu de temps pour l'activité, mais on est en train de travailler avec Marc sur un board Miro qui pourrait être un peu plus complet avec différents outils qui vont aider justement à remplir les différentes cases. Donc ça, c'est un point qu'on essaye aussi de développer dans les mois qui viennent. Donc c'est pour ça qu'on est preneur aussi de votre feedback par rapport à ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part parce qu'on est preneur aussi de ces éléments pour tout ça. Je vois qu'il y a eu aussi quelques difficultés sur les termes qu'on a utilisés. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de les définir, mode survie et développement identitaire. Donc là, c'était par rapport au type d'enseignants qu'on a en face de nous lorsqu'on crée une formation. Est-ce que les enseignants sont dans un mode survie, c'est-à-dire on reprend en fait le modèle de développement professionnel des enseignants qui a été élaboré qui a été développé sur la base d'autres écrits, mais par Nicole Reich-Collet et puis Denis Berthiaume, qui définit en fait le développement professionnel des enseignants avec 3 phases. Une phase de survie, c'est lorsque je débute l'enseignement, que je n'ai pas encore développé un catalogue de stratégies d'enseignement encore suffisant. Et là, en fait, je dois réagir à la situation qui m'est proposée et j'expérimente en fait. Soit je fais comme ce que j'ai vu auparavant faire, donc par exemple en ayant l'image d'un enseignant qui m'a marqué, puis j'essaie de reproduire ce qu'il a fait, soit de voir en tant que moi, apprenant, qu'est-ce qui était pertinent pour mon apprentissage, essayer de reproduire en fait ces éléments. Donc là, on est vraiment dans le mode survie. Développement identitaire, c'est là où on commence à affirmer ses choix en tant qu'enseignant, de dire, moi, ce que j'aime bien faire avec mes enseignants, avec mes étudiants, c'est de proposer des activités, permettre à mes étudiants de confronter leur point de vue, d'avoir ces activités-là. Puis ça, je commence à affirmer en fait une certaine philosophie d'enseignement qui pourrait s'orienter plus tard vers, par exemple, du socio-constructivisme, etc., qui sera le dernier stade de développement, qui sera le stade de l'expertise, stade expert, où là, je suis capable de sélectionner par moi-même les activités que je veux faire passer auprès de mes étudiants au regard de ma philosophie d'enseignement qui s'étaye sur notamment mon expérience et puis des lectures que j'ai pu avoir, des formations, etc. Donc ça, c'est des termes qui peut-être vous ont paru peut-être un peu obscurs dans le texte, mais je parle trop. Marc, est-ce que toi, tu avais un point à annoncer aussi? Non, c'était par rapport à la matrice quelque part de cohérence. Et il y a eu une question dans le chat par rapport à la couleur des post-it. Et donc, une des choses qu'on a testées là, c'était on a mis des bleus et des roses, qui pourrait être une des manières, finalement, une manière low-tech, d'avoir une forme de cohérence. On pourrait suivre finalement, pour cet objectif d'apprentissage bleu, voilà le contenu que je prévois d'utiliser, là où les activités, et puis là où les activités, modalités d'évaluation. Après, il y a des problématiques, peut-être pour un contenu ou un objectif d'apprentissage, il y aura peut-être différentes activités, etc., etc. Mais ça, c'était une des choses qu'on a voulu tester aujourd'hui. Il y a peut-être, Manu a parlé de Miro, il y a peut-être des tags qu'on pourrait utiliser, mais ça, c'est effectivement une des choses. Alors, dans le livre, il y a une matrice.
Là, on n'a pas voulu mettre des matrices à côté du board pour pas complexifier la tâche, mais quand moi j'utilise le board pour mes cours, le Canva, pardon, pour mes cours, j'ai effectivement une matrice où j'avais dans le passé une matrice à côté pour m'assurer de ça. Donc, nous, on est en train de réfléchir maintenant comment on pourrait accompagner soit des IP, soit des enseignants dans un board Miro, et si oui ou non, ça nécessite d'avoir une matrice à disposition, ou est-ce que les couleurs à l'intérieur du Canva suffiraient. Donc ça, on est vraiment très preneur de feedback par rapport à ça. Et puis, il y a des commentaires qui portent aussi sur une banque d'outils, de méthodes d'apprentissage en fonction des éléments de contexte. Alors ça, on a travaillé dans l'ouvrage déjà, on propose certaines modalités d'enseignement avec une méthodologie qu'on n'a pas présentée ici, mais qui repose aussi sur les théories de l'apprentissage, que ce soit le behaviorisme, cognitivisme, socio-constructivisme, constructivisme, où on a fait émerger 4 notions clés par rapport à ces théories de l'apprentissage: le feedback, l'interactivité, la réflexivité, l'applicabilité. Et à partir de là, on a présenté différentes stratégies ou méthodes d'enseignement et c'est proposé à travers l'ouvrage. On a un projet aussi de développer toute une série de cartes avec ces méthodes d'apprentissage et et des méthodes d'évaluation qui pourraient être utilisées avec le Canva aussi. Donc, si vous pensez que c'est quelque chose de pertinent, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi, parce que c'est quelque chose que nous, on pense que ça peut être utile. Mais c'est vrai qu'après, en termes de formation, si vous utilisez le Canva avec vos enseignantes et vos enseignants, peut-être ça peut être utile d'avoir déjà des idées de stratégie, notamment pour ouvrir un peu les chakras des personnes qui sont en face de nous, développer leur catalogue aussi de stratégies qui pourraient être disponibles. Je ne sais pas s'il y a des réactions à chaud aussi. Peut-être là, on a pris les éléments, essayé de synthétiser les différents points. Marc, là, ici, affiche le Canva qu'on a élaboré pour ce webinaire. Je ne sais pas si tu veux le décrire. Non, justement, cette question de est-ce que vous serez 20, effectivement, on était 20 ou 80, qu'est-ce que ça voulait dire? Et donc voilà, et on a utilisé justement ces couleurs envoyées sur l'alignement constructif. Est-ce que ce contenu-là participe à la description des éléments de la mécanique du Canva, ou l'autre objectif qu'on avait nous, c'était d'appliquer la démarche à une situation de formation. Alors, on a créé comme ça une espèce de post-it. L'idée là aussi, c'est d'avoir une certaine flexibilité et créativité. Hein. On va tester un certain nombre de choses. Et comme on arrive au bout du webinaire, moi je ferai peut-être juste un appel, Manu, je me permets, mais si l'une d'entre vous est intéressée à participer de manière active, j'ai envie de dire, parce que vous avez identifié quelque chose qui vous serait vraiment utile pour dans votre travail de tous les jours, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous en disant écoutez, moi là il y a quelque chose, je pense que ça peut faire une différence. On est très preneur de cela.